Je suis si pris par mon fatal travail, aussitôt levé, je file dans mon atelier. Je veux saisir Monet, là, à cet instant précis où il pousse la porte de l'atelier, dans le jour naissant, encore gris. C'est le moment du jour que je préfère, l'heure bénie où l'œuvre nous attend. L'aube est fraîche, l'air vif picote les joues. Il est un peu plus de 6h30 du matin. Pas un bruit au loin dans la maison endormie qu'on vient de quitter. Quelques pépiments d'oiseaux dans le jardin, où les arbres sont immobiles, comme le silence. C'est un de ces matins du monde comme il y en a tous les jours en Normandie, dans les villages que bordent l'Eure et la Seine. Nous sommes à l'été 1916. Depuis quelques mois, Monet a pris possession du grand atelier qu'il s'est fait construire en haut de son jardin pour pouvoir travailler sur les vastes formats des panneaux des nymphéas. Je veux saisir Monet, là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier, où il passe la frontière entre la vie qu'il laisse derrière lui et l'art qu'il va rejoindre. Derrière lui, derrière son corps massif qui s'apprête à pénétrer dans l'atelier des nymphéas, c'est la vie qu'il laisse dans son sillage. La vie et ses misères, du corps, de l'âme. La vie qui, depuis quelques mois, a pris le visage terrible de la guerre. C'est la Première Guerre mondiale qui gronde aux portes de Giverny. Mais qu'importe le conflit. Cela aurait pu être la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, la guerre du Golfe. Que sont les événements du monde pour l'artiste quand il crée ? Un tourment, lointain et invisible. Une rumeur, angoissante, entêtante, importune.
Pendant la guerre, plus que jamais, c'est dans l'art que Monet va se réfugier pour se tenir à l'écart du boucan du monde. L'atelier des nymphéas sera le havre de paix qu'il élira pour ne plus penser aux tristesses de l'heure. Mais comment ne pas éprouver de la honte de penser à de petites recherches de formes et de couleurs quand tant de gens souffrent et meurent sur le champ de bataille? Car ce sont exclusivement des questions picturales qui occupent l'esprit de Monet pendant les années de guerre. Minuscules, complexes, torturantes, impénétrables au commun des mortels, mais essentielles, vitales pour l'artiste qu'il est. Tous les matins, lorsqu'il entre dans l'atelier, Monet prend congé du monde. Il passe le seuil et, devant lui, de l'autre côté de la porte, encore invisible, immatériel, c'est l'art qui l'attend. Je veux saisir Monet là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier. Le bâtiment est encore dans la pénombre. Il y règne une odeur de plâtre, de colle humide, de tabac froid et d'huile de lin. La lumière zénithale descend du ciel et elle traverse l'immense verrière. Dans la brume grise et matineuse du grand atelier silencieux, un canapé trône dans le demi-jour, volumineux, sur lequel sont jetés une robe de chambre, un chapeau et une vaste cape noire informe. Dans quelques jarres en bouquet, des éclosions de pinceaux, d'autres brosses plus petites, éparpillées dans les pots. Des dizaines de toiles sont posées à terre, en cercle, les unes à côté des autres. Ce sont des études réalisées d'après nature, dans les mois précédents. Certaines sont très récentes. Elles ne sont pas encore retranscrites sur les grands panneaux monumentaux sur lesquels il travaille. Pour atteindre la partie supérieure des toiles, Monet utilise une plateforme, une sorte de table basse assez large sur laquelle il se hisse. Il passe des heures là, sa palette à la main, sur son échafaudage de fortune. Monet travaille dans l'incertitude. Il ne sait pas encore que ce qu'il peint prendra plus tard le nom légendaire de nymphéa. Il ignore sur le moment que le monde entier vénérera l'œuvre qu'il a sous les yeux. Il n'y a aucun moyen pour l'artiste de savoir, au jour le jour, face à l'obstacle,
face aux difficultés de l'heure, concrètes, de la main et de la brosse, ce que deviendra dans les siècles l'œuvre sur laquelle on bute, sur laquelle on achoppe et qu'on reprend et qu'on retouche sans cesse, en poursuivant de repentir en repentir la quête infinie d'une perfection qui ne peut être qu'illusoire. Non, Monet ne sait rien encore du grand destin aveugle qui attend les nymphéas. Je veux saisir Monet là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier et découvre les panneaux inachevés auxquels il travaille depuis des mois, disposés contre les murs dans la pénombre. Cela peut être n'importe quel jour de 1916 ou de 1917. Ce sont des brumes, des buées, des ondes transparentes, et partout des bleus mêlés de rose, des bleus mauves, et des bleus plus profonds, des bleus de cobalt, des bleus nocturnes. Et ici et là, un bref feu d'or qui contraste, un incendie de jaune. Les panneaux s'accumulent, s'entassent contre les murs, toujours de 2 mètres de hauteur et de largeur variable. Depuis des mois, Monet ne quitte plus son atelier. Il ne reçoit plus de visiteurs à Giverny. Il ne fréquente plus les collectionneurs et les marchands. Il n'a plus aucun commerce avec ses contemporains. La solitude chez Monet n'est pas un retrait ombrageux. C'est une condition de son art. L'âge aidant, l'impétuosité s'apaise. Et c'est avec beaucoup d'égards que Monet tend maintenant son regard sur le monde qui l'entoure. Lorsque le soir, il se promène dans les allées tranquilles de son jardin d'eau à la lumière déclinante, il éprouve devant la nature un inattendu apaisement du monde. Il tire sur sa pipe et il observe à distance un frémissement dans les herbes du rivage, un souffle dans les branches, une fugitive vibration de la lumière à la surface de l'étang. Et c'est là son œuvre qu'il contemple. Car ce qu'il dépose jour après jour sur la toile, ce n'est pas tant des couleurs mouillées d'huile dans leur matérialité moelleuse, c'est la vie même, dans ses infimes variations métamorphosées en peinture. Ce que Proust avait fait avec des mots, en transformant ses sensations et son interprétation du monde en un corpus immatériel de caractères d'imprimerie, Monet le fera avec des couleurs et des pinceaux.
Je veux saisir Monet là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier. Devant lui, le long des murs, ce ne sont que paysages d'eau et de lumière. Fragments de branches inclinées de sol pleureur, reflets bleutés, ciel, transparence. Longtemps, Monet n'a eu aucune idée de ce qu'il allait faire de ces grands panneaux décoratifs auxquels il consacre toute son énergie. C'est la fin de la guerre et l'intense soulagement qu'elle lui procure qui lui fera trouver leur destination finale. Le lendemain de l'armistice, le 12 novembre 1918, Monet pose ses pinceaux et il prend la plume. Il écrit à Clémenceau, le vainqueur de l'heure, l'ami de toujours. Cher et grand ami, je suis à la veille de terminer 2 grands panneaux décoratifs que je veux signer du jour de la victoire et viens vous demander de les offrir à l'État par votre intermédiaire. Dans cette lettre célèbre, Monet ne parle encore que de 2 panneaux. Clémenceau le convainc de donner l'ensemble à l'État. Monet y consent. Et les nymphéas, encore dans les limbes, toujours inachevés. Les nymphéas sont déjà consacrés comme une œuvre de paix. De ce jour, étalé sur 10 ans, ce sera l'œuvre ultime, la dernière confrontation entre Monet et la peinture. Je veux saisir Monet, là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier. Nous sommes en 1918. Bientôt, nous serons en 1921. Monet, un instant, est figé, là, à la porte de l'atelier. Il est à la fois en arrêt dans l'image et en mouvement dans le temps. Depuis des mois, depuis des années, Monet consacre toute son énergie, non pas à terminer les nymphéas, mais à poursuivre leur inachèvement, à le polir, à le parfaire. Même s'il n'en a pas conscience, c'est bien à l'inachèvement des nymphéas que Monet consacre les dernières années de sa vie. Ce sera l'éternelle toile de Pénélope qu'il tissera et détissera jusqu'à son dernier souffle. Car finir les nymphéas, c'est accepter la mort, c'est consentir à disparaître. Tel est le statut unique des nymphéas dans l'histoire de la peinture. Une œuvre à la fois achevée, même plus qu'achevée, achevée jusqu'à l'os, avec assiduité, avec ténacité, avec acharnement. Sans cesse retouchée, modifiée, corrigée. Et pourtant, une œuvre toujours vivante, toujours en progrès, toujours en cours de réalisation que Monet ne lâchera jamais jusqu'à son dernier souffle. Jamais il ne consentira à déclarer l'œuvre achevée.
Jamais de son vivant, il ne laissera les grands panneaux quitter l'atelier pour rejoindre l'orangerie. Je veux saisir Monet, là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier. Les nymphéas sont encore loin d'être terminés que Monet réfléchit déjà à l'écrin qui pourra les accueillir. Il est toujours en train de peindre, qu'il se promène déjà mentalement dans les salles encore vierges de l'orangerie et il imagine un environnement total de peinture. Ondes sans horizon et sans rivage. Reflets aquatiques du ciel et des nuages. Il a toujours les pinceaux à la main, qu'il répartit déjà les grands panneaux sur les 6 messes de l'orangerie. Ici, les 4 panneaux des 2 saules. En face, reflet d'arbre. Ou plutôt là, les 2 saules. Là. Avec de chaque côté un panneau de 6 mètres. Parfois, Monet croit être arrivé à une combinaison de placements heureuse. Mais il doute encore. Il veut voir. Alors il fait construire des chariots à roulettes pour pouvoir déplacer matériellement les panneaux dans l'atelier. Il veut se rendre compte dans le réel de ce que donnent les grands agencements qu'il imagine. Il fait faire des essais grandeur nature et on se met à déplacer les chariots sous ses yeux. On essaie d'autres combinaisons, et puis une autre encore et une autre. Clémenceau, un jour, s'annonce à Giverny. Monet a fait disposer les grands panneaux en cercle, le long des murs, tels qu'ils apparaissent sur les photos d'époque. Les 2 hommes débattent côte à côte devant les toiles, tels qu'ils apparaissent sur les photos d'époque. Gabardine, chapeau, canne, moustache tombante pour Clémenceau. Monet hésite encore. Il tergiverse, il procrastine, il atermoie. Il prend du recul. Il veut essayer autre chose. Alors il leur donne une autre combinaison, et puis une autre encore, et puis une autre. Et c'est un ballet incessant de sinuosité et d'arabesques pour composer de nouveaux agencements dans l'atelier. Les chariots se croisent, coulissent, s'intercalent. Et l'eau, le ciel, les arbres et les nuages prennent vie et se mettent en mouvement sous les yeux des 2 hommes, comme d'immenses décors de théâtre qui se succèdent sur scène. Je veux saisir Monet là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier. D'année en année, le pas est plus lourd.
Mais les rituels ne changent pas. Dans l'atelier silencieux, Monet dépose sur une table basse la tasse de café qu'il a emportée avec lui de la maison endormie et il jette un regard sur les grands panneaux qui l'attendent. Avant de se mettre à peindre, Monet nettoie ses lunettes avec soin. Il frotte chaque verre méticuleusement dans une lingette. Il remet en place un flacon sur un établi. Il réajuste machinalement ses pinceaux, réaligne ses brosses. Je connais ces rituels. Ce sont les petits rituels du matin qui précèdent le moment de se mettre à l'œuvre. Même si Monet est encore en bonne santé, même si la carcasse est solide, que le souffle est bon, il y a ce moment invisible dans la vie où l'on bascule irrémédiablement vers la vieillesse. Ce n'est pas un cap tranché que l'on franchit, comme il y aurait un avant l'âge mûr et un après la vieillesse. Comme il y aurait une frontière nette entre la jeunesse et l'âge mûr. C'est un processus continu et insidieux, tel celui qui transforme notre visage d'adolescent en celui de vieux monsieur à barbe blanche. Quoique Monet n'a jamais eu de visage d'adolescent, ni même d'âge mûr. La postérité l'a figé à jamais dans sa silhouette de vieillard légendaire en chapeau et barbe blanche dans les jardins de Giverny. Et le pas au réveil se fait plus incertain. Il y a la douleur au genou et bientôt à la hanche quand on descend l'escalier. Une ankylose de la jambe qui lui confère comme un léger boitement, qu'il corrige aussitôt, qu'il essaie d'effacer. Monet traverse l'atelier d'un pas pesant. Il va rejoindre ses pinceaux et se met au travail. Peindre, c'est oublier ses tourments intérieurs. C'est tenir à l'écart le passage au néant dont il sent l'imminence. Car l'idée de la mort maintenant ne quitte plus son esprit et vient se superposer subrepticement à ses moindres pensées. Comme une loupe déformante, elle modifie la perception du monde. Elle hante tous les gestes de sa vie quotidienne, au plus sacré, lorsqu'il répartit les couleurs sur sa palette, au plus insignifiant, quand le matin, aux aurores, la toilette achevée, il enfile avec difficulté ses chaussures au bord du lit avant de rejoindre l'atelier. Car si Monet peut accepter l'idée de la mort comme le terme naturel de toute existence humaine, le drame qui le révolte, qui l'indigne, qui le met au désespoir, c'est sa vue qui se dégrade. Le brouillard commence à envahir son champ de vision. La perception des bleus s'altère. Les rouges deviennent boueux. Les formes défaillent. Les couleurs faillissent. Quelques mois plus tôt, croyant devenir aveugle,
voyant le monde disparaître dans une brume brunâtre. Monet, brisé, arrêté dans son élan, doit cesser de peindre. Il demeure des heures, assis dans un fauteuil, au rez-de-chaussée de la maison de Giverny. Désœuvré. Et l'idée de la mort ressurgit dans son esprit qui accompagne chaque heure de l'inaction forcée. Le jour baisse au dehors. Et l'ombre de la mort, indiscernable. L'ombre de la mort gagne du terrain dans cette pièce et vient enrober de son châle invisible les épaules voûtées de Monet. Les derniers examens ophtalmologiques sont désastreux. Vision quasi nulle à droite, 1/10 à gauche. Monet doit se résoudre à accepter une intervention chirurgicale. L'opération a lieu dans les premiers jours de 1923. Elle se passe mal. Monet est anxieux. Il ne se laisse pas faire. Il se débat sur la table d'opération, il se lève, il veut quitter les lieux et rejoindre l'atelier. En sortant de la clinique, il se sent comme prisonnier des ténèbres, emmuré derrière ce gros pansement qui l'aveugle. Il manque d'air. Il ne supporte plus cette compresse qui lui recouvre l'œil. Il l'arrache. Je veux saisir Monet. Là, à cet instant précis où, encore convalescent, les jambes faibles, la poitrine fragile, il pousse prudemment la porte de l'atelier. Les lieux sont dans la pénombre, abandonnés depuis des mois. Monet a hâte de se remettre au travail après la longue interruption due à l'opération de la cataracte. Il a perdu assez de temps, il est pressé. Il a bien l'intention de donner les nymphéas à l'État à la date convenue. Monet reprend ses pinceaux. Il pose délicatement une touche sur la toile. Il nuance, il accentue. Monet n'est pas satisfait. Il efface, il insiste, il recommence. Il pénètre toujours plus avant dans la peinture. Il s'y fond, il s'y dilue. Il n'y a plus trace de son corps terrestre dans l'atelier. Son esprit s'est dissous dans la peinture. Monet est devenu peinture. Il est devenu paysage d'eau, fluidité, onde, souffle.
Les heures passent. Immobile. Dans l'atelier. Elle passe dans le temps à jamais. Suspendue des nymphéas. Monet peut fermer les yeux et lâcher prise. Peindre les nymphéas aura été pour lui la plus apaisante des extrêmes onctions. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. À la technique, à la mise en scène et à la conduite d'acteur, Dominique Dessaigne. Hop.